Donc, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la STJO, tous ses membres et en particulier la présidente, le professeur Leïla Attia, pour leur invitation. Nous sommes en pleine immersion dans le monde numérique et de l'intelligence artificielle et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui, l'intelligence artificielle et ses applications en PMA. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est injecter les données dans une machine et la doter de systèmes informatiques capables de lui apprendre à utiliser les capacités cognitives du cerveau humain afin d'élaborer des algorithmes capables d'exécuter des tâches précises, de prendre des décisions et de faire des prédictions. Et ces algorithmes vont être plus précis, plus perfectionnés, plus objectifs et plus rapides à élaborer. Alors, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. Je vais passer rapidement sur ça. Il y a l'intelligence artificielle étroite et générale super intelligente. Il y a donc la machine learning. La machine apprend de manière supervisée, non supervisée ou par renforcement. Et ce qui nous intéresse, c'est le deep learning avec les big data. Alors, on donne à la machine un but à accomplir et lui apprendre comment l'atteindre par lui-même. C'est une méthode d'apprentissage machine qui s'appuie sur un réseau de neurones artificiels qui s'inspire du cerveau humain. On l'applique quand on a des méga data. Alors, donc, les neurones artificiels sont des constructions mathématiques qui imitent le fonctionnement des neurones biologiques. Chaque neurone combine une entrée et fournit une sortie. Quand on associe plusieurs neurones, on parle de réseau de neurones profonds. Les neurones sont disposés en couches successives. Les résultats des premiers vont servir d'entrée aux autres et ainsi de suite. Plus il y a de couches, plus le réseau est profond. Alors, comment ça fonctionne en pratique? Donc, vous demandez à cette machine donc, de reconnaître un chat. Pour qu'il puisse reconnaître un chat, il faut parce que lui, il ne voit que des pixels, il ne voit que des images. Et donc, il faut lui apprendre à reconnaître les caractéristiques en lui fournissant des multitudes d'images de chats. Et il arrive donc à analyser donc, partie par partie jusqu'à aboutir aux caractéristiques du chat et donc reconnaître le chat parmi tous ces animaux qu'on lui a montrés. Alors, l'intelligence artificielle au service de la PMA, comment ça fonctionne? Ça fonctionne parce que le couple infertile et la prise en charge du couple infertile donc, suit plusieurs étapes du diagnostic jusqu'au transfert. Et toute étape, elle génère donc des données et le tout, ça va donner des mégadata. Et ces mégadata vont pouvoir être donc analysés par un réseau de neurones profonds pour prédire si la patiente va avoir une grossesse ou si on va réussir à avoir une naissance. Alors, l'intelligence artificielle a été utilisée au début en premier pour la sélection des embryons. Parce que si on donne parce que dans cette analyse, quand on donne 395 blastocystes à 5 embryologiste différents de différents pays, ils ne vont pas avoir la même appréciation. Et donc, ils étaient d'accord uniquement dans 23%, 89 sur 395. Et donc, il n'y a pas une cohérence, il n'y a pas de consensus au niveau de l'appréciation par l'être humain, par l'embryologiste. Et c'est pour ça qu'on peut s'aider par donc, l'intelligence artificielle pour pouvoir sélectionner le meilleur embryon. Et pour pouvoir sélectionner le meilleur embryon, vous savez maintenant qu'il y a une multitude d'innovations. On va de l'image statique à la morphologie cinétique du time-lapse, à l'étude par microscope à fluorescence, la proétomique, l'analyse spectrale, les données cliniques et biologiques. Toutes ces données-là vont servir comme entrée dans un réseau artificiel, de neurones artificiels, qui va pouvoir classer donc l'embryon sur le plan morphologique, qui va répondre à ce que c'est un bon, c'est un mauvais, et il va donc pouvoir nous donner une meilleure classification, une meilleure sélection morphologique des blastocystes. Ça va aussi pouvoir prédire si l'embryon va être euploïde ou aneuploïde, porteur de mosaïque, si on va avoir une grossesse ou une naissance.
Et ça a commencé en 2013 par l'équipe italienne de Claudio Manna qui a fait une analyse de 269 photos d'ovocytes et 269 photos d'embryons au stade de 4 cellules. Et grâce à un système d'intelligence artificielle, il a pu donc démontrer que l'appréciation par l'intelligence artificielle est plus précise que les embryologistes, même expérimentés. Après, les Chinois, donc, ils ont analysé 171 000 images statiques d'embryons prises avec un microscope inversé. Et ils ont pu aussi là démontrer que l'intelligence artificielle donne une appréciation précise allant jusqu'à 96% de la qualité des blastocystes. Et ensuite, cette étude-là a utilisé donc les caractéristiques morpho-kinétiques grâce au time-lapse et ça a permis donc d'élaborer un système d'intelligence artificielle qui s'appelle Stork, qui a permis de sélectionner les meilleurs embryons avec une précision allant jusqu'à 97%. Et quand on a donné à ce système Stork 640 embryons classés par 5 embryologistes, donc seniors comme moyens, et Stork a pu corriger cette appréciation. Il a trouvé 82% de bonne qualité et 18% de mauvaise qualité. Ça peut aussi, donc l'intelligence artificielle peut prédire l'haploïdie. Et dans cette étude d'octobre 2020, vous voyez que le système ERICA mis en place par cette équipe a pu montrer qu'on peut prédire si un blastocyste est euploïde ou pas avec une précision de 70%. Plusieurs modèles de prédiction par l'intelligence artificielle ont été élaborés pour prédire la viabilité embryonnaire, pour prédire l'implantation de l'embryon, pour prédire la survenue d'une grossesse ou bien pour prédire la naissance vivante. Et aussi, ça peut, dans cette étude aussi, grâce à l'intelligence artificielle et d'après la morphologie du blastocyste et en incriminant les autres données concernant la patiente, les tentatives antérieures, le poids, l'indice de masse corporelle, son âge, le diamètre des follicules, le nombre d'ovocytes recueillis. Et vous voyez qu'avec ce système, on peut prédire avec une précision allant jusqu'à 77% si cette patiente va avoir une fausse couche ou une naissance. Alors, l'intelligence artificielle a été aussi utilisée en andrologie pour mieux apprécier donc, la motilité et la numération des spermatozoïdes, pour mieux apprécier la morphologie, pour mieux apprécier ou détecter les spermatozoïdes qui sont porteurs d'une altération de leur ADN et pour donc juger de l'intégrité de l'ADN et aussi pour étudier la motilité de manière beaucoup plus précise, de nous aider à chercher et à reconnaître les spermatozoïdes quand on fait donc une biopsie testiculaire. Et aussi on a pu faire donc un logiciel sur smartphone qui pourrait étudier le sperme et nous donner une idée sur la vitalité et le degré d'intégrité de l'ADN du sperme. Alors, l'intelligence artificielle, elle peut aussi être utilisée comme aide à la décision au cours d'un cycle de stimulation ovarienne. Alors, on donne à la machine les données de plusieurs cycles, ici dans cette étude 2603 cycles avec donc les caractéristiques des couples, aussi bien démographiques, cliniques et biologiques, les données du cycle au jour le jour, le stradiol, le diamètre, le nombre et le diamètre des follicules, le jour du cycle, les doses de gonadotrophine utilisées, et donc tout ça a généré, vous voyez, donc 59 706 points de données que la machine peut donc analyser pour nous donner des algorithmes pour nous dire est-ce qu'il faut au jour J, quand on voit la patiente avec les données qu'on a du monitorage, est-ce qu'il faut poursuivre ou annuler le cycle, est-ce qu'il faut ajuster les doses, combien de jours avant le prochain rendez-vous, comment déclencher, quand est-ce qu'il faut déclencher ou annuler,
Et bien sûr, tout ça, il faut évaluer l'exactitude et la précision de ces décisions par rapport aux décisions fondées sur l'evidence-based medicine et celles prises par 11 cliniciens expérimentés de plus que 10 ans. Et cette étude, elle date, donc elle est très récente, elle date d'octobre 2020. Alors, cette étude a montré que le système d'intelligence artificielle a été très bon concernant donc de continuer ou d'arrêter le cycle, concernant la décision de déclenchement ou d'annulation. La précision a été relativement faible concernant l'ajustement des doses et bonne performance concernant le prochain rendez-vous. Est-ce qu'on voit la femme le lendemain, ou dans 2 ou dans 3 jours? Alors, quelles sont les applications futures en PMA? Alors, il y a l'énigme de l'endomètre et de la réceptivité endométriale. Et on peut imaginer, et donc on peut demander à nos informaticiens de nous créer donc un système d'intelligence artificielle pour intégrer les données de l'histologie, de l'échographie, de la protéomique, de la génomique, de l'épidémique, de l'immunohistochimie, et pour donc prédire la réceptivité de cet endomètre. De même, pour l'échographie de tous les jours, au monitorage, ça peut nous aider donc à standardiser le compte des follicules en trop, ça peut nous aider à la décision concernant le protocole de stimulation à utiliser, concernant les doses, le moment de déclenchement, prédire peut-être par la morphologie du follicule si la maturité et la qualité ovocytaire et donc mieux choisir donc le moment du déclenchement. Donc, l'intelligence artificielle aboutit aussi de fait à la robotique, et donc la robotique a été utilisée dans le laboratoire de fécondation in vitro pour aider nos biologistes et nos embryologistes à faire la décoronisation, la sélection de spermatozoïdes, à automatiser les gestes de l'ICSI, à faire des cultures dynamiques et automatiser des embryons sur des microfluides avec changement du milieu selon les besoins des embryons, et aussi ça permet de faire un contrôle de qualité. L'intelligence artificielle aussi, elle peut aboutir à ce qu'on appelle maintenant la médecine personnalisée et peut-être avec une meilleure précision et nous donner des algorithmes pour nous aider à prendre en charge les échecs répétés d'implantation, les fausses couches à répétition, l'infertilité inexpliquée, les différents types et morphotypes d'OPK, etc. Et l'exemple donc des échecs répétés d'implantation, c'est donc on met dans la machine tous les facteurs maternels et les autres facteurs masculins, l'embryologie, les protocoles de stimulation qui ont été utilisés et les différentes interventions qu'on peut faire concernant les différents facteurs. Et donc tout ça va être étudié, analysé, les corrélations vont être faites pour que la machine nous donne des solutions, une décision thérapeutique et un algorithme à suivre pour chaque pathologie donnée. Alors, on peut aussi imaginer un cycle de FIV qui soit piloté par l'intelligence artificielle et on va vers toujours la médecine personnalisée de précision. On met donc les caractères démographiques, les antécédents et les examens biologiques, génétiques et tout ce qui est nécessaire au diagnostic de l'infertilité du couple. Et sur ça, déjà, l'intelligence artificielle peut nous aider à proposer une stratégie de prise en charge, nous proposer un protocole de stimulation, prédire la qualité des gamètes et le nombre de gamètes qu'on va avoir, prédire les chances de succès. Dans le cycle, quand on passe donc au laboratoire, l'intelligence artificielle, elle peut analyser toutes les étapes pour optimiser les différentes étapes, pour sélectionner les embryons. Et à la fin, l'analyse de tout ça va de toutes les données cliniques, stimulation biologique et embryologique, et l'intelligence artificielle peut nous aider à suggérer un transfert ou une cryoconservation ou un test génétique des embryons et aussi prédire les résultats. Alors, l'intégration de l'intelligence artificielle en pratique nécessite la collaboration étroite entre informaticiens, cliniciens, biologistes, biotechniciens et spécialistes de la robotique pour essayer de se familiariser sur le langage et parler le même langage. On demande à la machine un but à atteindre, on le nourrit par les données.
toutes les données qu'on a, et pour qu'il nous donne une décision ou une solution pertinente, il faut que les données qu'on lui donne soient pertinentes aussi, donc il faut une gestion numérique obligatoire, stockage des images, ne pas sélectionner les données pour éviter les biais, et aussi parce que si le centre n'est pas doté d'une gestion numérique, il ne peut pas accéder à l'intelligence artificielle. Et bien entendu, ces décisions doivent être donc validées et donc il faut une mise en place d'un système de validation de ces décisions pour évaluer leur pertinence. Alors, l'histoire de la FIV, c'est principalement le principal défi durant les 50 années c'est améliorer les résultats en termes de naissance. C'est très riche en innovation et une multitude de données et de variables sont générées par les différentes techniques donc adoptées pour la prise en charge du couple infertile. Et l'avènement de l'intelligence artificielle ouvre une nouvelle ère parfaitement adaptée à l'analyse de la mégadata générée. Des applications en embryologie essentiellement ont été mises en place. Les publications ne cessent d'augmenter depuis 2 ans, démontrant des capacités prometteuses de l'intelligence artificielle pour apporter plus de cohérence et d'efficacité. Et nos approches cliniques et biologiques, pilotées et guidées par l'intelligence artificielle, vont pouvoir être plus objectives, plus précise, de la manière la plus optimale possible, sans facteur émotionnel ni contrainte physique. Les manipulations et les tâches biologiques deviendraient de ce fait plus efficacement répétitives. L'intelligence artificielle sur le plan éthique doit être considérée comme un outil technique qui vient en appui et en soutien pour aider le médecin à prendre une décision thérapeutique optimale. Ne pas l'adopter, c'est en soi non conforme à l'éthique parce qu'on prive la patiente d'un moyen diagnostique efficace. Déléguer totalement la décision thérapeutique à la machine, par ailleurs, fait courir au médecin la perte de son esprit critique, la perte de sa compréhension, la perte de l'empathie et de l'humanisme dont les malades ont besoin. Et le médecin doit donc s'impliquer pour ne pas se faire substituer par la machine, en revendiquant la responsabilité de la décision, en informant les malades de l'utilisation de l'intelligence artificielle, en nourrissant la machine par des données pertinentes et de qualité, en apportant une garantie humaine pour superviser les algorithmes fournis par l'intelligence artificielle, les valider, les réactualiser périodiquement par l'introduction de données nouvelles, être vigilant pour détecter et identifier les nouveaux paramètres que peut révéler la machine pour juger de leur pertinence et veiller à leur bonne utilisation. Il faut aussi un cadre juridique pour réglementer l'utilisation des données et leur protection, éviter que les malades ne court-circuitent les médecins pour aller chercher un diagnostic ou un traitement chez des fournisseurs de services intermédiaires, Amazon, Apple, Google ou autres. Et vous voyez ici, dans cette plaque, vous mesurez l'importance et les grandes performances qui ont été, et les grandes innovations et les grands progrès qui ont été adoptés. Vous voyez ici comment la FIV a commencé et comment la FIV d'aujourd'hui et de demain va être. Et donc je vous dis bienvenue dans l'ère de l'intelligence artificielle et merci pour votre attention.